Ce soir, avec vous sur France 3 Paris-Île-de-France, nous nous intéressons au manque de concessions dans les cimetières d'Île-de-France. La capitale est particulièrement touchée. Se recueillir sur les tombes de nos défunts, eh bien, cela fait partie de l'histoire de l'humanité depuis des milliers d'années. Alors qu'en est-il en ce début de 21e siècle dans la région la plus peuplée d'Europe? Eh bien, on en parle avec nos invités. Bonsoir Sandrine Thieffine, vous êtes PDG du groupe Pompes Funèbres de France. À vos côtés, Nordine Gilly. Bonsoir monsieur, directeur général du groupe El Amen, Pompes Funèbres du rite musulman. Et avec nous également sur ce plateau, eh bien Philippe Landru, professeur d'histoire, bonsoir, Bonsoir. et grand spécialiste des cimetières parisiens. Vous les étudiez depuis combien de temps? 35 ans. Depuis 35 ans. Alors, puisqu'on parle des cimetières parisiens, regardons tout de suite les chiffres clés transmis aujourd'hui par la ville de Paris. Regardez, eh bien donc il y a 20 cimetières parisiens gérés par la ville de Paris, 14 cimetières intramuros, dont le Père-Lachaise, Montmartre et Montparnasse, 6 cimetières extramuros, également gérés par la ville de Paris. On pense notamment aux cimetières parisiens de Bagneux, Ivry, La Chapelle, Pantin, Saint-Ouen et Thiers. Cela représente en tout 630 000 concessions funéraires et 7 millions de défunts. Alors, Sandrine Thieffine, pourquoi c'est si compliqué de trouver une concession dans la capitale et en Île-de-France? Alors, les cimetières ne sont pas extensibles. Le bassin de population est important. Et donc, il y a effectivement 20 cimetières parisiens. Donc, il y en a exactement 14 intramuraux et 6 extramuraux. Donc, il faut pouvoir, en fait, il faut, comment dirais-je, pardon. Oui, Quand on décède sur la ville de Paris, donc on peut se faire inhumer dans un cimetière parisien. Quand il n'y a pas de place, quand une famille souhaite se faire inhumer, il n'y a pas de place. Donc là, à ce moment-là, la ville de Paris propose aux familles de se faire inhumer dans un cimetière extramuraux. Voilà. Donc, ce qui est important dans ce dossier, c'est de bien comprendre qu'il faut vivre là où, normalement, on va être inhumé. C'est ça, c'est un point crucial. Vivre ou décéder. D'accord. Vivre ou décéder, en fait. Ça, c'est important. Ou avoir une concession à Oui, perpétuité voilà. familiale. Bien, donc ça, il y a encore beaucoup d'ailleurs de concessions, de caveaux, comme on dit, familiaux, Philippe Landru. Oui, il y en a beaucoup. Alors évidemment, essentiellement dans les cimetières intramuros, mais aussi dans les cimetières extramuros, oui, il y a des concessions à perpétuité, même si la perpétuité devient très théorique maintenant. Alors, en intramuros, la ville de Paris nous a également transmis ce chiffre. Eh bien, pour une place disponible dans les cimetières parisiens intramuros, 30 demandes. Donc, ça veut donc dire qu'il y a donc énormément de demandes. 5 000 demandes en moyenne chaque année, évidemment très peu de demandes exaucées, environ 150. Alors, une question est importante avec vous, Nordine Gilly. Il y a un seul cimetière donc, musulman, pour le rite musulman, ici en Île-de-France. On va voir d'ailleurs les images. C'est à Bobigny. Est-ce que c'est encore possible pour des habitants de Bobigny et des environs de se faire inhumer dans ce cimetière quand on est musulman? C'était encore possible il y a quelques années, mais au vu de la saturation des cimetières, ça a été restreint aux habitants de Bobigny. Il y a quelques années, c'était aussi possible pour les habitants des villes limitrophes, telles que La Courneuve, Drancy, et l'autre ville qui m'échappe, je crois que c'est Aubervilliers. Voilà. Philippe Landru, ce cimetière, on voit des images d'ailleurs du cimetière musulman de Bobigny. Il a une histoire passionnante ici à Paris, en quoi il est très important, au-delà d'être le seul cimetière musulman, ce qui est d'ailleurs très étonnant quand on y pense. D'abord, il s'inscrit dans un projet des années 30 qui était de concilier la France. C'était l'époque où la France disait qu'elle était à la tête du premier empire arabe du monde, donc une relation très proche. Il y avait eu la construction d'un hôpital, l'hôpital Avicenne, la construction du cimetière franco-musulman de Bobigny, et à peu près à la même époque, la construction de la mosquée de Paris. Et donc, mais c'est un petit cimetière qui ne correspond absolument pas à ce qu'est la population musulmane aujourd'hui. Et là où c'est un cimetière historique, c'est parce que les premiers tombeaux sont plutôt des tombeaux qui s'inscrivent dans l'Empire ottoman ou la colonisation arabe de l'Algérie, etc. Et progressivement, d'année en année, on voit arriver des communautés musulmanes, subsahariennes, voire plus lointaines, indonésiennes, etc., qui évidemment, au début du XXe siècle, étaient tout à fait peu nombreuses, quoi. Nordine Gilly, pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un seul cimetière musulman ici en Île-de-France? Depuis 1881, il n'y a plus de caractère confessionnel. Les caractères confessionnels des cimetières je crois, se sont arrêtés en 1881. C'est par rapport à toutes les lois sur la sécularisation.
Donc aujourd'hui, les cimetières sont des cimetières laïques. Donc, comment est né quand même ce cimetière musulman, vous me direz, mais il a pu profiter du fait qu'il était un terrain, je parle sous le contrôle de monsieur, de l'historien, il était sur le terrain de l'hôpital franco-musulman à Vicenne. Donc il a été annexé. C'est une sorte de terrain privé, donc on a pu déroger à cette loi. Philippe Landru, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une laïcisation des cimetières, c'est ça? On peut aller au-delà. Les cimetières confessionnaux n'existent plus, comme l'a dit monsieur à partir de la fin du 19e. Et ce qu'on appelle... Alors, le cimetière franco-musulman de Bobigny a un statut très particulier lié à son histoire, mais ça explique qu'il y en ait peu. Après, vous avez des carrés dits musulmans dans les cimetières, mais ça ne fait pas de ces cimetières des cimetières confessionnaux. C'est des carrés en raison du culte musulman qui a ses caractéristiques. Combien de carrés musulmans, justement, en Île-de-France? Je dirais une 60aine. Et ça va dans le bon sens. Alors, puisqu'on parle de spécificité du rite, de l'inhumation chez les musulmans, qu'en est-il de cette spécificité pour que l'on comprenne bien? Au niveau du cimetière, strictement, oui. La condition sine qua non sur laquelle toutes les écoles juridiques sont d'accord, c'est le fait que le défunt doit être légèrement penché sur la droite, de façon à ce que sa face soit orientée vers la Kaaba, la Mecque, vers le lieu saint. Est-ce que cela a des conséquences sur justement les lieux pour pouvoir inhumer les défunts musulmans? Des conséquences dans la construction. Les lieux géographiques, les constructions, voilà. C'est plus coûteux de faire un carré musulman qu'un cimetière normal, puisqu'il faut faire intervenir un bureau d'études, des géomètres pour, selon où se trouve dans la France, trouver la direction de la Kaaba. Et donc, ça réduit le nombre de places. Alors vous, au sein d'Untifine, vous travaillez avec toutes les religions, toutes les confessions. Et il y a bien un point commun, c'est le coût, bien sûr, de ces concessions. Alors, par exemple, quelle est la concession, je dirais, qu'on retrouve souvent, la plus classique? Alors, c'est 30 ans. C'est 30 ans. Et alors, c'est vrai qu'on parle souvent du prix des obsèques, mais on ne parle pas souvent de prix, et merci d'en parler ce soir, je pense que c'est très important, on ne parle pas souvent des prix des concessions dans les cimetières, parce que c'est une charge aussi pour les familles au moment des obsèques. Quand ils ont un caveau de famille, quand les familles, elles ont un caveau de famille, ça va. Mais quand il n'y a pas de caveau, enfin, pas de concession, ils ont ce coût supplémentaire. Donc, en fait, à Paris, par exemple, je vous ai pris 3 villes. À Paris, donc pour 30 ans, pour 2 mètres carrés, bon, on parle d'une concession classique, 2 mètres sur 1, ça coûte 2800 euros. Pour Boulogne-Billancourt, notre siège social est à Boulogne-Billancourt, donc j'ai regardé un peu les tarifs avant de venir, c'est 1047 euros. Et puis à Saint-Maur-des-Fossés, j'ai pris une ville un petit peu plus loin de Paris, 950 euros. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de différences. Il y a très peu de perpétuels aujourd'hui. Dans Paris, il y en a encore quelques-unes, mais il y en a très très peu aujourd'hui. Il y a beaucoup de cimetières qui arrêtent les perpétuels, justement pour faire de la place dans les cimetières. Et donc voilà. Et une concession perpétuelle, c'est dans Paris près de 15 000 euros. Oui, tout à fait. Actuellement, selon les derniers chiffres, en 2020, 12% des concessions attribuées, seulement 12% étaient des concessions perpétuelles. Alors une question importante, puisqu'on parle justement des prix, etc. Est-ce que les prix ont beaucoup évolué? Est-ce qu'il y a eu une explosion des coûts dans l'histoire des cimetières ici à Paris qui pose justement aussi problème, Philippe Landru? Si on s'inscrit dans le temps, oui, effectivement, il y a eu une explosion du coût. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'on a 3 grandes périodes. La première période, c'est les cimetières paroissiaux. Il y avait des cimetières autour de toutes les églises et les gens se faisaient enterrer dans leur quartier. C'était pas des concessions, c'était souvent des fosses qui étaient recouvertes. Bon, ça a duré jusqu'à la Révolution. Après la Révolution, il y a des décrets napoléoniens qui font qu'on oblige à créer les grands cimetières intramuros. C'est à cette époque que vont être créés le Père-Lachaise en 1804, le cimetière Montmartre, le cimetière Montparnasse, etc. Et puis à la fin du 19e siècle, ces cimetières intramuros commencent à être pleins et on va créer ce qu'on appelait à l'époque des cimetières de relégation, c'est-à-dire des cimetières en dehors de Paris. C'est le cas de Bagneux, Pantin, Ivry, Thiais, etc. Mais ces cimetières qui étaient des cimetières de relégation sont devenus des cimetières parisiens à part entière, puisque maintenant, comme le disait madame, la population parisienne, qui n'a pas de concession dans les cimetières intramuros, à moins d'être fortunée. Et puis il y a autre chose qui compte beaucoup, c'est que au 19e siècle et jusque dans les années 30, on mettait beaucoup d'argent dans le funéraire. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que la monumentalité des tombeaux, c'est quelque chose qui les gens préfèrent passer leur argent autrement. Alors, un point très important aussi, c'est la crise sanitaire, puisqu'on a souvent annoncé dans ces journaux le nombre de morts quotidiens. Est-ce que ça s'est traduit dans vos activités, justement? Est-ce que ça amplifie la difficulté de trouver une concession ici en Île-de-France?
On a eu plus de décès sur cette période très compliquée. On a eu, normalement, les décès, c'est 1% du bassin de population, hein, en moyenne. Donc, il y a eu, normalement, on attendait 600 000 décès en 2020, on en a eu 660 000. Donc, on a eu plus de décès que prévu par rapport à la crise sanitaire. Donc, c'était effectivement compliqué, mais les gens, on est allé les énumer et puis on n'avait pas le choix. Donc, on a fonctionné exactement de la même manière. Bon, c'était un peu plus compliqué parce que les cimetières étaient fermés. Donc, les familles ne pouvaient pas rentrer dans les cimetières. C'était très, très dur. Nordine, j'ai dit souvent, puisqu'il y a des problèmes de place donc pour inhumer les musulmans ici en Île-de-France, souvent le choix, c'est bien le rapatriement des corps, n'est-ce pas, dans des pays d'origine ou de la famille. Est-ce que la crise sanitaire, avec les difficultés de pouvoir aller ici et là, est-ce qu'il y a une incidence? Est-ce que le nombre de rapatriements a baissé justement en Île-de-France? Alors, il y a un ratio qui est là, qui résiste de 85-15. Hein. Vous êtes un peu d'accord? Oui, d'accord, 80% 85 de rapatriement et 15% d'inhumation. Il y a eu un effet Covid, effectivement. Moi, je l'expliquerai de la manière suivante, c'est que du fait de la fermeture des frontières et de certaines compagnies qui ne prenaient plus de passagers, on a forcé un peu les musulmans à aller découvrir ce qu'était un carré musulman. Donc, et puis on se rend compte que finalement, c'est bien structuré, qu'on retrouve de l'art arabo-mauresque. On peut y pratiquer aisément et tranquillement son rite funéraire. Donc, je pense qu'il va y avoir un effet, et d'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle, nous, nos ancêtres, les aïeuls, sont maintenant enterrés ici. Donc, quand on va au pays, c'est parce qu'en quelque sorte, on rejoint un peu son père ou sa mère. Donc là, il va y avoir une grande population qui va se faire enterrer ici. Donc ça, c'est... oui, mais ce ratio ne va pas bouger, va pas tout de suite bouger, parce qu'au dehors de l'effet Covid, il faut vraiment distinguer deux générations. Il y a la première génération des immigrés, et puis il y a la génération de leurs enfants et des petits-enfants. La génération des enfants et des petits-enfants sont encore jeunes. Je veux dire, l'âge normal de décès, je pense que c'est à peu près 60 ans. Donc on peut pas dire que les chiffres, il n'y a pas ce facteur décès. Donc, mais lorsqu'il va y avoir, lorsque cette deuxième génération va commencer à se mourir, on verra que ce ratio va vite bouger parce qu'on a nos petits-enfants et qu'on veut être enterrés à leur côté. Voilà. Mais bon, Une autre question très importante, c'est bien sûr les tombes abandonnées. On va les retrouver tout de suite. Notre autre invité qui nous attend, Jérôme Galichon, responsable innovation chez Généanet, leader européen de la généalogie, mais aussi d'ailleurs vous travaillez donc sur le fait de répertorier les tombes abandonnées. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? On met une application à disposition de nos utilisateurs, donc une application pour smartphone. Ils vont se rendre dans les cimetières, photographier les tombes qui n'existent plus, qui vont bientôt disparaître, on va dire. Et puis ensuite, ces tombes sont envoyées sur notre site pour pouvoir les consulter. Est-ce qu'on peut aussi retrouver la tombe d'un ancêtre? C'est le but de retrouver la tombe d'un collatéral. Alors les ancêtres, on connaît souvent où ils sont inhumés, mais on va aller trouver la tombe d'un collatéral où on ne sait pas où est-ce qu'il a été enterré, et puis pour pouvoir retrouver les traces de celle-ci. Et quel est le but ultime de ce projet? Il y a deux buts. Il y a un but généalogique, puisque l'initiative est au nom de Généanet, donc pour faire son arbre généalogique, pour retrouver des collatéraux ou des ancêtres, et puis un but de sauvegarde du patrimoine. Alors, on ne peut pas sauvegarder, on va dire, la tombe physiquement, mais on va pouvoir sauvegarder l'information qu'elle contient. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérôme Galichon, donc pour répertorier les tombes abandonnées. Merci beaucoup. Philippe Landru, c'est un problème, ça, les tombes abandonnées ici à Paris, en Île-de-France. Est-ce que ça prend du coup de la place pour ceux qui voudraient trouver justement une concession? C'est évident, c'est-à-dire qu'on a deux choses qui sont contradictoires. Il y a à la fois le cimetière, c'est un lieu pour enterrer les morts, donc il faut faire de la place. Et il y a une fonction patrimoniale de conservation de tombeaux, soit qui ont un intérêt artistique, esthétique, anecdotique, etc. Et donc les deux choses sont contradictoires. Et à ce niveau-là, on peut presque dire que le cimetière n'a pas d'avenir. Donc c'est un problème. Pour revenir sur ce que disait Jérôme Galichon, la tentative de Généanet, c'est aussi de créer un patrimoine visuel d'éléments qui disparaîtront avec le temps. Alors, quelle solution maintenant, bien sûr, pour lutter contre ce manque de concessions? Vous avez, je crois, porté des propositions avec notamment la communauté juive. Expliquez-nous, quelles sont-elles? Alors, au niveau des carrés musulmans, la situation est plus pire que les cimetières.
laïque. Il n'y a pas assez de carrés musulmans par rapport aux demandes des musulmans. Donc, écoutez, c'est difficile de faire des propositions parce que c'est toujours, les Français sont complexés par cette laïcité. Donc, on a du mal à faire des propositions. Donc, vous Comment savez, ça complexé, vous voulez dire? C'est gênant comme sujet? C'est quoi? C'est une valeur républicaine qui... c'est gênant de Qui vous répondre. trouvez- Vous savez, j'ai fait plusieurs propositions, on n'a pas beaucoup de réponses. L'État ne répond pas beaucoup à ces propositions. Mais oui, c'est plutôt gênant. C'est plutôt gênant, oui. C'est pas la laïcité d'Aristide Briand. Philippe Landru, oui, vous voulez réagir peut-être à cette question? La laïcité jusque dans les cimetières, Écoutez, moi, ce mot-là vous gêne aussi? Non, ça ne me gêne pas. Je suis un laïc profondément attaché à la laïcité. Ça ne m'a jamais posé aucun problème que les musulmans se fassent enterrer. Les musulmans doivent se faire enterrer dans des conditions un peu particulières, comme l'a dit monsieur, etc. On dit souvent on se plaint souvent du manque d'intégration. S'intégrer, c'est aussi se faire enterrer sur la terre où on vit. Et comme disait monsieur, les musulmans de la première génération, quand ils sont arrivés, en particulier à partir des années 30 à 50, on avait cette espèce d'illusion que les musulmans allaient venir travailler en France et puis qu'ensuite ils allaient retourner au pays. Mais c'était oublier qu'ils allaient faire des enfants, des petits-enfants, que ces gens allaient vivre sur le territoire français et donc qu'ils allaient s'y installer. Et comme vous disiez, d'abord, ils veulent rester toute leur vie auprès de leurs enfants et leurs petits-enfants. Et puis quand ils meurent, on les enterre en France. Alors de deux choses l'une, soit on ne veut pas entendre parler de ces carrés musulmans et donc on limite justement... On pousse ces musulmans à aller se faire enterrer au pays, pour utiliser un terme, soit on accepte l'idée qu'il existe des carrés dits musulmans. Mais encore une fois, c'est des carrés qui ont une particularité. Dans les cimetières parisiens, vous avez des carrés vous avez des carrés arméniens, par exemple, mais ça n'a rien à voir avec un principe de laïcité, c'est simplement que l'histoire fait que les gens ont tendance à se... regroupés voilà, mais c'est pas du communautarisme. Sandrine Thieffine, par rapport à ces difficultés donc, de trouver des concessions, est-ce qu'il faut dire stop aux concessions perpétuelles? Non, je pense qu'il faut surtout s'occuper des concessions qui sont abandonnées. Je pense qu'il y a des concessions perpétuelles qui sont très bien entretenues. Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais je vais régulièrement dans les cimetières, notamment parisiens, intramuraux, où il y a des sépultures totalement abandonnées. Enfin, je dis Paris, mais c'est aussi ailleurs, dans d'autres cimetières. Et je pense que les mairies doivent faire des enquêtes très, très approfondies pour savoir s'il y a encore des familles. Parce qu'à un moment donné, on peut faire de la place dans les cimetières. Philippe Landru, est-ce que c'est compliqué d'étendre les cimetières? Parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il faut étendre les cimetières pour justement offrir plus de place et de concessions? Pour étendre les cimetières, il faut de la place. Or, dans Paris intramuros, il n'y en a plus. Et dans Paris extramuros, il y en a de moins en moins. Les cimetières périphériques comme Bobigny, Pantin, Thiers sont gigantesques. Parce qu'il y a ça aussi. À partir du moment où un cimetière n'est plus à taille humaine, c'est le cas de Pantin, par exemple, qui fait 115 hectares, dans ces cas-là, on est face à des sortes de parkings infinis de tombes. Et on peut se poser la question, pour les gens qui viennent visiter leurs défunts, est-ce que c'est vraiment... Donc il y a ça aussi qui peut limiter la taille des cimetières. C'est que si vous faites un cimetière de 50 km de long, il y a eu des projets à une époque de faire des gigantesques cimetières extramuros. Les gens n'iront pas et les concessions péricliteront. Merci beaucoup Philippe Landru, donc professeur d'histoire et grand spécialiste des cimetières ici parisiens et franciliens, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Sandrine Thieffine, donc PDG Pompes Funèbres de France, toutes les religions, toutes les confessions et partout en France. Et merci aussi à vous, Nordine Gilly, directeur général groupe El Amen, je le rappelle, Pompes Funèbres du rite musulman. Merci beaucoup pour cette émission qui était très importante et très intéressante. Et on le rappelle, donc pour la confession chrétienne, la confession catholique, la religion chrétienne, le 2 novembre prochain, c'est le jour de la prière des défunts.